Après les funérailles de mes parents, ma sœur voulait jeter toutes leurs affaires. En nettoyant, j'ai trouvé une note qui disait « Mon cher enfant, si tu lis ceci, vérifie la valise de maman, ne le dis pas à Chloé. » Quand je l'ai ouverte. Au moment où le dernier invité des funérailles a quitté notre maison d'enfance, le lourd silence a été immédiatement brisé par un rire cruel et inattendu. Je m'appelle Amélie. J'ai 38 ans, et je suis resté figé au centre de notre salon pendant que ma sœur vérifiait sa montre coûteuse avec une précision impatiente. Elle n'avait pas versé une seule larme pendant toute la cérémonie pour nos parents, mais avait plutôt balayé la pièce d'un regard froid pour déclarer qu'elle appellerait une entreprise de débarras demain, car nous devions nous débarrasser de toutes ces ordures pour mettre la maison en vente la semaine suivante. J'ai haleté d'horreur en essayant d'expliquer que c'était de précieux souvenirs de notre mère et de notre père, mais elle m'a interrompu avec un regard de pur dédain. Elle s'est moquée de moi en me traitant d'accumulatrice sentimentale, trop faible pour laisser le passé derrière elle, tout en affirmant que je bloquais notre chance de devenir riche. La dispute s'est envenimée lorsque j'ai essayé de protéger une pile de vieux albums photos, ce qui l'a poussé à m'arracher des mains une boîte à chaussures usées et à la jeter violemment contre le mur. Le couvercle s'est ouvert, éparpillant les souvenirs personnels de ma mère sur le parquet, tandis qu'elle se dirigeait d'un pas furieux vers la cuisine pour passer son appel téléphonique. Je suis tombé à genoux pour ramasser les objets renversés à travers mes larmes, mes mains tremblant alors que je tendais le bras vers un morceau de papier plié qui avait glissé de la doublure. J'ai déplié la note pour découvrir l'écriture tremblante de mon père, et le message secret que j'ai lu m'a glacé le sang. Avant de continuer avec cette découverte déchirante, j'ai une demande spéciale à vous faire, veuillez vous abonner à la chaîne et aimer cette vidéo si vous croyez que les souvenirs de famille ont plus de valeur que l'argent. Ce matin-là, le rugissement agressif d'un moteur diesel a fait vibrer les vitres de la fenêtre de ma chambre, signalant le début d'une journée chaotique et déchirante. J'ai dévalé les escaliers le cœur battant pour trouver la lourde porte d'entrée grande ouverte, tandis qu'une équipe de déménageurs en uniforme entrait avec des bottes boueuses. Au centre du salon se tenait ma sœur, Chloé, qui aboyait des ordres à un homme grand à la barbe hirsute et aux yeux froids et calculateurs. Elle l'a présenté simplement comme son petit ami, Julien, et il n'a même pas pris la peine de me serrer la main avant de jeter un rouleau de sac poubelle industriel noir directement à mes pieds nus. Tous deux se sont déplacés dans le sanctuaire de notre maison d'enfance comme une catastrophe naturelle, détruisant 40 ans d'histoire familiale en quelques minutes. J'ai regardé avec une horreur absolue Julien balayer la collection de figurines en porcelaine de mon père de la cheminée directement dans un bac en plastique sans les emballer au préalable. Le son de la céramique se brisant a résonné dans la maison silencieuse. Il a ri bruyamment en disant à Chloé que cette propriété de premier choix à Lyon pourrait facilement rapporter 750 000 € sur le marché actuel s'il vidait complètement l'intérieur. Ils se sont tapés dans la main à la perspective de se partager l'argent, tandis que je restais paralysé par leur manque absolu de respect pour les parents qui nous avaient élevés. Chloé s'est plainte que la maison sentait, les vieux, et a insisté sur le fait que chaque meuble devait disparaître avant l'arrivée de l'agent immobilier de luxe la semaine suivante pour préparer la propriété. Julien a soulevé l'horloge de parquet antique de mon père, passant ses mains sur le bois non pas avec appréciation, mais avec la cupidité d'un prêteur sur gage évaluant les biens d'un client désespéré. Tu sais, chérie, si nous retirons le câblage en cuivre et vendons ces antiquités à un collectionneur privé, nous pourrions tirer 45 000 € de plus de cet endroit avant de le mettre en vente, a dit Julien avec un sourire narquois en repoussant du pied une boîte d'albums photos de famille. Fais-le, c'est tout, Julien, parce que je veux être chez le concessionnaire Porsche à 14 h pour verser un acompte sur ce cabriolet, a répondu Chloé sans même regarder la destruction qu'elle causait. Ma paralysie s'est finalement rompue quand j'ai vu Chloé saisir le manteau de laine préféré de ma mère sur le porte-manteau du couloir pour le fourrer dans un sac poubelle comme s'il s'agissait d'un simple déchet. Ce manteau portait encore la faible odeur de son parfum à la lavande et était le seul réconfort physique qu'il me restait dans ce cauchemar de deuil et de trahison. Je me suis précipité pour lui arracher le tissu des mains en hurlant qu'elle n'avait pas le droit de jeter des vêtements personnels qui ne signifiaient rien pour elle mais tout pour moi. Julien s'est immédiatement interposé entre nous et m'a repoussé en arrière avec une force telle que j'ai trébuché sur un tapis et suis tombé lourdement sur le plancher en bois. Il m'a dominé de sa haute taille avec un regard menaçant tandis que Chloé continuait de fourrer le manteau dans le sac sans aucun remords pour mes larmes. Écoute-moi, Amélie. Tu es en minorité et tu n'as plus le temps, alors arrête de rendre les choses difficiles avant que je ne rende ton séjour ici pénible, a menacé Julien à voix basse en s'époussetant les mains comme si le fait de m'avoir touché l'avait souillé. Chloé a levé les yeux au ciel en voyant mes larmes avant de déclarer qu'ils allaient prendre un déjeuner coûteux dans un restaurant de grillades voisin pendant que je finirais le sale boulot de débarrasser les petits objets.
La lourde porte d'entrée s'est refermée derrière eux, me laissant seul dans la maison qui ressemblait désormais plus à une scène de crime qu'au foyer chaleureux où j'avais grandi. Je me suis relevé du sol pour essuyer mes larmes, car je savais que j'avais peu de temps avant leur retour pour finir le travail. J'ai décidé de me retirer dans la chambre principale pour sauver ce que je pouvais du placard que Chloé avait refusé de toucher, prétendant qu'il sentait trop le renfermer pour son nez délicat. La pièce était le seul sanctuaire encore épargné par leur saccage, alors j'ai commencé à plier doucement les robes de ma mère pour préserver leur dignité face à la tempête imminente. J'ai atteint l'arrière de l'étagère supérieure où maman cachait ses cadeaux de Noël, et mes doigts ont effleuré la surface rugueuse du carton. C'était une vieille boîte à chaussures poussiéreuse qui avait été poussée dans le coin le plus profond derrière une pile de lourdes couvertures d'hiver pour la cacher des regards indiscrets. Je l'ai descendue, m'attendant à trouver de vieux reçus ou des documents fiscaux, mais j'ai découvert à la place un unique morceau de papier de cahier plié à l'intérieur. J'ai déplié la note pour découvrir l'écriture tremblante de mon père, que je reconnaîtrais n'importe où dans le monde. Le message était court, mais il m'a donné un frisson dans le dos qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Il disait simplement que ma chère fille devrait vérifier la valise bleue de maman dans le grenier si je lisais ceci, et de ne pas le dire à Chloé. Cet après-midi-là, j'ai profité du silence pendant que Chloé était encore à son déjeuner coûteux pour traîner la lourde échelle en aluminium du garage jusqu'à la trappe d'accès du couloir. L'air dans l'espace confiné au-dessus du plafond était épais de poussière et de chaleur emprisonnée, ce qui rendait la respiration difficile alors que je rampais sur les poutres en bois vers le coin le plus éloigné. J'ai écarté des boîtes en carton remplies de vieilles décorations de Noël jusqu'à ce que j'aperçoive la valise bleue vintage cachée derrière une pile de courtes pointes mitées, exactement comme la note secrète l'avait décrit. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable alors que je défaisais les loquets en métal rouillé pour découvrir que la valise ne contenait pas de vêtements ou d'héritages familiaux, mais qu'elle était remplie de dossiers en manille et d'un journal relié en cuir. Je me suis assise en tailleur sur le plancher poussiéreux pour ouvrir le journal où mon père avait méticuleusement documenté chaque interaction financière avec ma sœur au cours des 24 derniers mois. Les pages racontaient une histoire horrible de manipulation où Chloé les avait convaincus de liquider leur épargne retraite pour un investissement commercial garanti, qui n'a en fait jamais existé. Les chiffres étaient stupéfiants, car le registre montrait des retraits totalisant exactement 180 000 euros, virés directement sur des comptes offshore liés à des sites de jeux en ligne et à des complexes hôteliers de luxe. Une vague de nausée m'a submergé lorsque j'ai réalisé qu'elle avait siphonné les économies de toute leur vie pour financer les voitures de luxe et les vêtements de marque qu'elle exhibait devant la famille. J'ai pleuré en silence en lisant une entrée datée de l'année dernière où maman expliquait qu'il ne pouvait pas me charger de cette vérité parce que je traversais une grossesse à haut risque à l'époque. Ils avaient choisi de souffrir dans un terrible silence pour protéger mon bonheur, tandis qu'ils étaient lentement saignés à blanc par la fille qu'ils avaient tant essayé d'aider. J'ai continué à parcourir les dossiers pour trouver des relevés bancaires qui montraient des demandes de cartes de crédit non autorisées ouvertes au nom de mon père, qui étaient utilisées jusqu'à leur limite maximale quelques semaines après leur approbation. Les signatures sur les bordereaux de retrait semblaient tremblantes et forcées, comme si papa les avait signées sous une contrainte extrême ou un épuisement physique. Il est devenu clair que Julien et Chloé avaient traité mes parents comme leurs distributeurs de billets personnels tout en prétendant leur rendre visite les week-ends pour les aider avec les tâches ménagères. J'ai réalisé avec un pincement au cœur que l'aide qu'ils fournissaient était en fait une couverture pour leur permettre de fouiller la maison à la recherche d'objets de valeur ou d'intimider mes parents pour qu'ils signent plus de chèques. La culpabilité que j'ai ressentie était écrasante, car j'avais remercié Chloé de s'être occupée d'eux pendant que j'étais occupé avec mon nouveau-né. J'ai tourné la dernière page du journal pour trouver un petit enregistreur vocal numérique noir collé au dos de la couverture avec un pense-bête attaché qui m'instruisait simplement d'écouter les fichiers. J'ai appuyé sur le bouton de lecture avec un doigt tremblant, et le silence du grenier a été soudainement rempli par les cris agressives de ma sœur provenant d'un enregistrement daté de 3 mois. Signe ce maudit chèque. Tu comptes emporter l'argent dans ta tombe? J'ai besoin de 45 000 euros tout de suite. Chloé, c'est notre argent de la retraite. Tu en as déjà trop pris. Oh mon Dieu. Pendant les 2 dernières années, mes parents avaient vécu un enfer, et je n'en avais aucune idée. L'enregistrement continuait avec le bruit de verre brisé et mon père suppliant Julien d'arrêter de crier sur maman parce que son état cardiaque s'aggravait. J'ai plaqué une main sur ma bouche pour étouffer un cri de rage en écoutant ma sœur menacer de leur couper l'accès à leurs petits-enfants s'ils n'obtempéraient pas. La sœur douce et prospère que tout le monde dans la famille admirait était en fait un monstre qui avait tyrannisé nos parents mourant jusqu'à la pauvreté. J'ai soigneusement replacé l'enregistreur dans la valise avec les documents, car je savais que cette preuve était la clé pour sauver ce qui restait de mon héritage familial.
J'ai essuyé les larmes de mon visage et suis descendu de l'échelle avec une froide détermination remplaçant le chagrin qui m'avait consumé depuis les funérailles. 2 jours plus tard, un cabriolet rouge tapa accent grave l'œil à Vromby dans l'allée pour briser le silence du quartier et signaler le retour de mes bourreaux. Chloé est sortie du véhicule, portant des lunettes de soleil surdimensionnées, et était accompagnée d'un agent immobilier à l'allure soignée qui portait un portefeuille en cuir. Julien les suivait de près avec un sourire de prédateur sur le visage alors qu'ils montaient les marches du perron comme s'ils étaient déjà propriétaires des lieux. Je me tenais dans la cuisine, serrant ma tasse de café, pendant qu'ils étalaient une pile de documents juridiques sur le comptoir en granit sans même me demander si j'étais prête à discuter. L'agent a à peine reconnu ma présence avant de commencer à expliquer qu'il avait obtenu une offre exclusive en espèces d'un investisseur anonyme qui nécessitait une clôture immédiate. J'ai pris le contrat pour lire les petits caractères et j'ai réalisé que le prix de l'offre était nettement inférieur à la valeur marchande que j'avais recherchée en ligne. Le document contenait également une clause troublante stipulant que le produit intégral de la vente serait viré sur un seul compte contrôlé par Chloé à des fins de distribution. J'ai senti une montée d'adrénaline en sachant qu'une fois que cet argent arriverait sur son compte, il disparaîtrait sur des sites de jeux offshore, tout comme le fonds de retraite de mes parents. Chloé a tapoté impatiemment son ongle manucuré contre le comptoir en granit pour détourner mon attention des détails suspects. Signe ça tout de suite. On partage 50-50. Ça changera ta vie. Ne sois pas stupide et ne garde pas cette maison en ruine. J'ai levé les yeux pour la voir me fixer avec une intensité qui dissimulait à peine son désespoir pour l'argent. Julien s'est déplacé de l'embrasure de la porte pour se tenir directement derrière elle et a utilisé sa taille imposante pour ajouter une couche d'intimidation à ses exigences. Il s'est penché en avant jusqu'à ce que je puisse sentir l'odeur de fumée de cigarette froide sur son haleine et a claqué sa main sur le contrat. Signe-le, Amélie. Le marché est sur le point de s'effondrer. Ne nous fais pas perdre d'argent à cause de ta lenteur. Mon premier instinct a été de leur crier dessus à propos des 180 000 € volés et de l'enregistrement audio que j'avais trouvé dans le grenier. La colère qui bouillait en moi exigeait que je les mette à la porte de la maison et que j'appelle immédiatement la police pour signaler leur fraude. Cependant, l'image de l'écriture tremblante de mon père sur cette note secrète m'a traversé l'esprit et m'a rappelé que le silence était ma seule arme pour le moment. Si je les confrontais avant d'avoir une protection juridique, ils pourraient détruire les preuves ou me faire du mal physiquement pour obtenir ce qu'ils voulaient. Je me suis forcé à prendre une profonde inspiration tremblante et j'ai baissé les yeux vers le sol pour jouer le rôle de la sœur aînée dépassée. J'ai besoin de 2 jours de plus pour réfléchir et faire mes cartons. Je ne suis pas prête. Chloé a poussé un soupir dramatique de frustration et a échangé un regard agacé avec Julien pendant que l'agent immobilier vérifiait sa montre. Elle considérait clairement mon hésitation comme un signe de faiblesse plutôt que comme une manœuvre dilatoire calculée pour assurer mon avenir. Elle a finalement accepté de me donner jusqu'à la journée portes ouvertes du dimanche, mais m'a prévenu que l'offre expirerait si je ne signais pas d'ici là. Ils ont laissé les documents sur le comptoir en guise de rappel de leurs menaces et sont sortis sur la terrasse pour célébrer leur victoire apparente avec une bouteille de vin. J'ai passé le reste de la soirée à faire semblant d'emballer des boîtes dans le salon tout en les écoutant planifier leurs futures vacances avec l'argent qu'ils comptaient voler. J'ai attendu que la maison soit complètement silencieuse et que les lumières de la chambre d'amis soient éteintes depuis plus d'1 heure. J'ai soigneusement récupéré la valise bleue de sa cachette au fond de mon placard et j'ai vérifié que le journal et l'enregistreur vocal étaient en sécurité. Je suis sorti par la porte-fenêtre arrière pour éviter les planches grinçantes du couloir et je me suis déplacé rapidement dans l'ombre du jardin. Ma voiture était garée plus bas dans la rue pour ne pas les alerter, et j'ai conduit avec une détermination acharnée vers le centre-ville. Le cabinet de Maître Dubois était ma destination, car le nom de l'avocat de la famille était la seule bouée de sauvetage mentionnée dans le journal de mon père. Le lendemain matin, j'étais assise nerveusement sur une chaise en cuir à haut dossier en face de l'avocat de longue date de ma famille, Maître Dubois, qui m'avait accueilli avec un signe de tête solennel plutôt qu'avec sa poignée de main habituellement joyeuse. L'odeur des vieux livrets Dubois polis nous entourait alors que je posais la lourde valise bleue, contenant le registre volé et l'enregistreur vocal numérique, sur son bureau. J'ai expliqué toute la situation concernant la demande de Chloé de vendre la maison et les menaces que Julien avait proférées au sujet de ma stabilité mentale si je refusais de signer le contrat. Maître Dubois a écouté mon histoire sans m'interrompre, et son expression s'est assombrie à chaque détail que je révélais sur la cruauté de ma sœur. Il a ouvert le dossier que je lui avais apporté pour parcourir brièvement le registre manuscrit avant de tirer un épais dossier de son propre tiroir pour le placer entre nous.
Il a ajusté ses lunettes et m'a regardé avec une profonde tristesse qui m'a dit qu'il portait un lourd fardeau de connaissances depuis un certain temps. Amélie, vos parents sont venus ici un mois avant de décéder. Ils savaient exactement ce que Chloé préparait. J'ai senti le souffle me manquer, car j'avais supposé que mes parents ignoraient l'étendue de sa trahison jusqu'à la toute fin. Maître Dubois a ouvert le dossier pour révéler un ensemble de documents qui avaient été notariés et déposés quelques semaines seulement avant les funérailles. Il a expliqué que mon père était venu le voir en larmes après avoir découvert les retraits non autorisés de leur compte de retraite. Ils avaient réalisé que laisser un testament standard ne suffirait pas à arrêter Chloé, car elle le contesterait devant les tribunaux et épuiserait la succession en frais de justice. Ils avaient besoin d'une solution qui protégerait complètement la propriété de ses créanciers et de sa manipulation. J'ai regardé le langage juridique compliqué sur les pages et j'ai eu du mal à comprendre ce que cela signifiait pour ma situation actuelle avec le contrat immobilier. Alors, cette maison. À qui appartient-elle réellement? Maître Dubois a pointé un paragraphe spécifique sur la deuxième page qui établissait la création d'une entité juridique irrévocable qui détenait maintenant le titre de propriété. Elle appartient à la fiducie familiale, et vous en êtes l'unique bénéficiaire. Chloé n'a pas le droit de vendre une seule brique. Le poids de ces mots s'est abattu sur moi et a provoqué un immense sentiment de soulagement qui m'a donné le vertige. Il a poursuivi en expliquant que, comme la maison était dans une fiducie plutôt que dans la succession générale, elle échappait entièrement à la procédure de succession. Cela signifiait que Chloé n'avait absolument aucune qualité pour agir légalement pour mettre la maison en vente ou pour forcer une vente, quel que soit le contrat qu'elle ait signé avec cet agent immobilier. De plus, Maître Dubois a sorti un autre document qui détaillait les 180 000 € que Chloé avait déjà pris selon les termes du Nouveau Testament. Ce montant était classé comme une « avance sur héritage », ce qui signifiait qu'elle avait déjà reçu bien plus que sa juste part. Je lui ai demandé si nous devions appeler la police immédiatement pour les faire expulser de la propriété avant qu'ils ne puissent causer plus de dégâts. Maître Dubois a secoué lentement la tête et m'a conseillé qu'une confrontation directe maintenant pourrait leur donner une chance de détruire l'intérieur de la maison par dépit. Il a suggéré une stratégie différente qui l'exposerait publiquement et l'empêcherait de tisser un récit où elle serait la victime. Il m'a dit de rentrer chez moi et d'agir comme si je considérais toujours de signer les papiers le dimanche. Laissez-la organiser cette journée portes ouvertes dont elle est si excitée, a dit Maître Dubois avec une lueur d'acier dans les yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Laissez-la inviter les acheteurs et les voisins. Quand elle essaiera de prendre leur argent, nous interviendrons et révélerons la vérité devant des témoins. J'ai quitté son cabinet, serrant la copie des documents de la fiducie contre ma poitrine comme un bouclier. La peur qui m'avait paralysé la semaine dernière a été remplacée par une colère froide et juste. Je suis retourné à la maison en sachant que chaque insulte que Julien me lançait et chaque exigence que Chloé formulait ne faisait que creuser leur propre tombe plus profondément. Ils pensaient qu'ils préparaient une fête de la victoire pour le dimanche, mais ils préparaient en réalité la scène de leur propre destruction. Ce week-end-là, Chloé avait transformé la maison en une scène de spectacle pour accueillir les acheteurs potentiels et les voisins curieux qui voulaient voir l'intérieur. Elle avait engagé une entreprise de valorisation immobilière pour remplacer les fauteuils floraux confortables de ma mère par des meubles beige modernes qui semblaient appartenir à un hall d'hôtel stérile plutôt qu'à une maison familiale. L'air était épais de l'odeur de biscuits fraîchement cuits, une astuce immobilière manipulatrice qu'elle utilisait pour créer un faux sentiment de chaleur domestique pour les visiteurs. Je l'observais depuis l'ombre du palier de l'étage alors qu'elle tenait le salon, vêtue d'une modeste robe noire d'un goût exquis. Elle essuyait des larmes invisibles chaque fois qu'un acheteur potentiel posait des questions sur l'histoire de la propriété ou le décès récent de nos parents. J'ai observé avec un sentiment de nausée dans l'estomac alors qu'elle guidait un jeune couple vers la cheminée pour leur montrer les photos de famille qu'elle avait stratégiquement laissées en évidence pour prouver sa dévotion. Elle a soupiré de manière dramatique et a posé une main perfectly manucurée sur son cœur en regardant une photo de notre père lors de sa fête de départ à la retraite. J'ai le cœur si brisé, mais je dois vendre la maison à cause de trop de tristes souvenirs. Mes parents le voudraient probablement aussi. La jeune femme a touché le bras de Chloé en signe de sympathie et a complètement cru à la performance de la fille endeuillée forcée de faire des choix difficiles. Julien planait près de la table de la salle à manger où les contrats préliminaires étaient disposés comme un buffet de cupidité pour quiconque était prêt à signer. Il vibrait pratiquement d'impatience alors qu'il faisait pression sur le jeune mari pour qu'il saute l'inspection standard de la maison en échange du prix demandé considérablement plus bas. Il servait du vin aux invités avec un sourire charmant qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux froids, tout en vérifiant constamment son téléphone pour des messages de ses créanciers.
L'atmosphère dans la pièce était un mensonge soigneusement construit qui dissimulait des années de maltraitance et de manipulation financière que mes parents avaient subies en silence. J'ai attendu que le jeune couple se dirige vers la table de la salle à manger, stylo en main, prêt à signer l'accord initial qui donnerait le contrôle à Chloé. J'ai fait signe à Maître Dubois, qui attendait silencieusement dans le bureau, et nous sommes sortis ensemble sur le palier pour interrompre la transaction. Je suis descendu des escaliers, les documents de la fiducie serrés dans ma main, et j'ai crié par-dessus le faible bourdonnement de la conversation polie pour briser l'illusion. Arrêtez tout de suite, Chloé. Tu n'as pas le droit de vendre cette maison. La pièce est tombée instantanément dans le silence alors que toutes les têtes se sont tournées pour me regarder, debout sur l'escalier avec l'avocat de la famille à mes côtés. Le visage de Chloé est passé d'une tristesse feinte à une rage authentique en une fraction de seconde, car elle a réalisé que son pactole était menacé au dernier moment possible. Elle a marché jusqu'au bas des escaliers et m'a fixé avec une expression venimeuse qu'elle réservait habituellement à nos moments seuls. Elle a essayé de me discréditer devant les invités en prétendant que je faisais une dépression nerveuse à cause du deuil et que je devais retourner immédiatement dans ma chambre. Je n'ai pas gaspillé mon souffle à argumenter contre ces mensonges, car je savais que rien de ce que je dirais ne serait aussi puissant que sa propre voix. J'ai sorti mon téléphone, qui était connecté via Bluetooth au système audio ambiophonique coûteux que Julien avait installé pour jouer de la musique de jazz apaisante. J'ai appuyé sur le bouton de lecture du fichier audio que j'avais récupéré de la tablette, et la musique douce a été instantanément remplacée par la voix stridente de ma sœur. Le volume était assez fort pour faire trembler les fenêtres, et tout le monde dans la pièce s'est figé en entendant le son indéniable de la violence verbale. « Sale vieille, donne-moi l'argent vite !» L'enregistrement a continué à jouer, révélant le son d'objets jetés et ma mère pleurant doucement tout en suppliant Chloé d'arrêter de lui crier dessus. Le jeune couple a laissé tomber le stylo sur la table comme s'il était brûlant et a reculé de plusieurs pas de la table de la salle à manger, horrifiés. Les voisins qui nous connaissaient depuis notre enfance ont regardé Chloé avec des expressions de dégoût et d'incrédulité absolue. Le masque de la belle-fille avait été arraché pour révéler le monstre en dessous, et il ne lui restait nulle part où se cacher. Immédiatement après la fin de l'enregistrement, Maître Dubois s'est avancé avec un épais dossier en manille à la main pour s'adresser au silence stupéfait de la pièce. L'écho de la voix cruelle de Chloé flottait encore dans l'air tandis que les voisins et les acheteurs potentiels la regardaient avec des expressions d'horreur absolue. Elle se tenait figée au bas des escaliers, le visage pâle et les mains tremblantes, alors que la réalité de son exposition commençait à s'imposer. Maître Dubois ne lui a pas laissé un instant pour se remettre avant d'ouvrir le dossier juridique et de sortir la liste détaillée des dettes que nous avions préparées le vendredi. Il s'est approché calmement de la table de la salle à manger où attendaient les contrats de vente frauduleux et a placé le lourd dossier directement dessus. Il a ajusté ses lunettes et a parlé d'une voix qui portait tout le poids de la loi pour s'assurer que tout le monde dans la pièce entende le verdict. Selon le testament, Chloé reçoit ce dossier. Ce sont les dettes que vous avez contractées auprès de vos parents, totalisant 180 000 €. La pièce a halté collectivement lorsque Maître Dubois a expliqué que ce montant était légalement classé comme une avance précoce sur son héritage, ce qui signifiait qu'elle avait déjà reçu sa part. Il a précisé que, comme la valeur restante de la succession ne dépassait pas la dette qu'elle avait déjà contractée, elle n'avait en fait droit à absolument rien de plus. Chloé a fixé les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère avant que son choc ne se transforme en une rage aveugle et destructrice. Elle s'est jetée sur moi, les mains recourbées en griffes, car elle ne pouvait accepter que ses plans soigneusement élaborés aient été détruits. C'est impossible. Maman et papa ne me feraient pas ça. Amélie, tu les as manipulés. A-t-elle crié ses accusations en essayant de m'atteindre dans les escaliers, mais Julien l'a soudainement saisie par les bras et l'a retenue. Il ne le faisait pas pour me protéger, mais plutôt parce qu'il a vu l'agent de sécurité s'avancer, et il voulait éviter d'être arrêté pour agression. L'expression de son visage était passée instantanément de l'anticipation avide à une froide autopréservation au moment où il a entendu parler de la dette. Il a réalisé qu'il n'y avait pas d'argent à tirer de la vente de la maison et que sa petite amie était maintenant un passif financier au lieu d'une vache à lait. Chloé s'est tournée vers lui pour obtenir du soutien et l'a supplié de l'aider à combattre cette injustice, mais il l'a repoussée avec un regard de pur dégoût. « Tu n'as pas l'argent ? Je m'en vais. Ne m'entraîne pas dans ce pétrin. » Julien est sorti en trombe par la porte d'entrée sans se retourner et a laissé Chloé seule au milieu des ruines de sa propre cupidité. Les invités ont commencé à sortir rapidement de la maison, car ils voulaient se distancier du drame familial inconfortable qui se déroulait sous leurs yeux.
Le jeune couple qui avait failli signer le contrat m'a regardé avec des yeux d'excuse avant de se hâter vers sa voiture. Les voisins qui nous connaissaient depuis notre enfance ont secoué la tête en passant devant Chloé et ont chuchoté sur la façon dont l'argent avait corrompu son âme. En quelques minutes, la maison était vide, à l'exception de moi, de Maître Dubois, des agents de sécurité et d'une Chloé en larmes qui s'était effondrée sur le sol. Elle ne pleurait pas parce qu'elle regrettait ses actions ou que nos parents lui manquaient, mais parce qu'elle était terrifiée par les conséquences auxquelles elle devait maintenant faire face. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux remplis de larmes, et a essayé de jouer la carte de la victime une dernière fois en prétendant qu'elle était désespérée. J'ai descendu lentement les escaliers et j'ai ramassé le rouleau de sac poubelle noir qu'elle m'avait jeté le tout premier jour. J'ai lancé le rouleau de plastique à ses pieds et je lui ai dit qu'elle avait exactement 20 minutes pour emballer ses affaires personnelles et quitter ma propriété. Je l'ai informée que si elle n'était pas partie d'ici là, je ferai en sorte que les agents de sécurité l'expulsent pour violation de propriété et que je déposerai une plainte à la police pour fraude. Elle a alors réalisé que la sœur qu'elle avait intimidée et sous-estimée avait disparu et avait été remplacée par quelqu'un qui ne tolérerait plus ses abus. Chloé s'est relevée en hâte et a commencé à fourrer ses affaires dans les sacs tout en sanglotant de manière incontrôlable, alors que les murs de la maison qu'elle avait essayé de vendre se refermaient sur elle pour toujours. 2 mois plus tard, nos vies, à Chloé et à moi, avaient divergé sur 2 chemins complètement opposés qui reflétaient parfaitement les choix que nous avions faits pendant cette semaine tumultueuse. La belle saison du printemps était enfin arrivée à Lyon pour remplir le jardin de glycine en fleurs et laver la grisaille persistante des funérailles. J'étais assise sur le porche fraîchement peint avec une tasse de thé à la main et je regardais le lever du soleil sur le quartier que mes parents avaient tant aimé. La maison ne ressemblait plus à un lieu de deuil ou à un champ de bataille pour un héritage, mais s'était retransformée en un sanctuaire de souvenirs chaleureux et de paix. J'avais utilisé une petite partie des fonds protégés par la fiducie familiale pour enlever les meubles de valorisation immobilière stériles que Chloé avait loués et restaurer l'atmosphère douillette que maman avait toujours cultivée. Chloé, d'un autre côté, vivait actuellement un cauchemar qu'elle avait entièrement créé par sa propre cupidité et son manque d'empathie pour sa famille. Julien avait mis sa menace à exécution et l'avait quittée dès qu'il avait réalisé qu'elle était sans le sou, et il avait même déposé une ordonnance restrictive pour la tenir à l'écart de lui. Elle faisait maintenant face à de multiples poursuites agressives de la part des prêteurs prédateurs et des banques qu'elle avait fraudées pour financer sa dépendance aux jeux au cours des 2 dernières années. L'appartement de luxe qu'elle exhibait sur les réseaux sociaux avait disparu, et elle avait été forcée de déménager dans un logement locatif minable dans un quartier dangereux de la ville. J'ai appris par un cousin éloigné que Chloé faisait des doubles services comme plongeuse dans un bistrot, car aucune entreprise respectable ne voulait l'embaucher avec des accusations de fraude en cours. Elle a tenté de me contacter une fois via un numéro de téléphone emprunté pour mendier de l'argent afin de payer ses frais de justice, mais j'ai reconnu sa voix immédiatement. Je n'ai ni crié ni ne lui ai fait la morale cette fois, mais j'ai simplement raccroché le téléphone et bloqué le numéro sans une seconde de réflexion. J'avais enfin réalisé que protéger ma propre paix mentale n'était pas un acte d'égoïsme, mais une limite nécessaire contre sa manipulation toxique. La sœur que j'avais connue avait été consumée par l'avarice il y a longtemps, et je ne pouvais pas m'immoler par le feu juste pour la garder au chaud. J'ai décidé d'honorer mes parents d'une manière qui les rendrait fiers. Plutôt que de laisser leur héritage durement gagné dormir sur un compte en banque, j'ai travaillé avec Maître Dubois pour établir la bourse commémorative Evelyne et Robert pour les étudiants en soins infirmiers défavorisés de l'université locale. L'argent que Chloé avait voulu utiliser pour des voitures de sport et des vacances allait maintenant aider des jeunes à se construire un avenir de service et de compassion. Chaque fois que je recevais une lettre de remerciement d'un boursier, je ressentais un lien profond avec mes parents, bien plus précieux que n'importe quel chèque d'héritage. La maison était en sécurité, les dettes étaient exposées, et la vérité m'avait enfin libéré du fardeau de garder des secrets de famille. Ce douloureux voyage m'a appris que la cupidité est un feu qui finit par consumer la personne qui tient la torche. Chloé croyait que le bonheur pouvait être trouvé dans l'argent rapide et les biens matériels, mais elle a fini par perdre les seules choses qui comptent vraiment dans cette vie. La vraie richesse ne se mesure pas à la taille de votre compte en banque ou à la valeur de vos biens immobiliers, mais à l'intégrité de votre caractère et à l'amour que vous montrez à ceux qui vous ont élevé. La piété filiale et la gentillesse sont les plus grands héritages que nous puissions laisser, car ils construisent une fondation